À vrai dire, j'ai me sens confronté ici à ce que les anciens appelaient un dilemme. C'est qu'on a aujourd'hui un double bind. Soit on ne parle pas ici des mets, on fait silence sur son sujet, on oublie, on entérine, on entretient et produit l'oubli de la chose. Soit on en parle, on rajoute au flot bruyant des discours actuels sur l'humain, et c'est faisant, on poursuit les traitements discursifs, historiques, journalistiques, politiques, de ceux qui, dès mai 68, demeurent intraitables. Et on entretient encore l'oubli, on trahit la chose. Je vais donc d'abord, tout de suite, poser ceci. Si mai 68 fut un événement digne de ce nom, alors il échappe ou excède en tant que tel au traitement discursif, à l'enchaînement historique, journalistique, représentationnel, lui qui s'attachait justement à ce qui souffre d'être représenté, lui qui cherchait à être fidèle à un quelque chose censé être hors chaîne. Je voudrais parler du hors chaîne. De sorte qu'on parlait aujourd'hui dans les colloques, les médias, sur les plateaux, ici même, en remettant la chose en scène, obligé à circuler sur les réseaux communicationnels du système, ce serait manquer l'émoi des maîtres. J'entends le mot émoi, le nom de l'affect émoi, sur lequel je vais revenir. Manquer l'émoi des maîtres, c'est donc neutraliser, liquider sa force d'événement. L'oublier donc en tant que tel, quand bien même voudrait-on les commémorer. Mais dans la multiplication affairée des discours sur mai, sur la scène actuelle du marché culturel, on ne se soucie guère par définition de ce qui seul compte, hier comme toujours, à savoir le reste intraitable, inéchangeable, dont mai 68 est l'un des noms. De lors de l'instant où il est sous-entendu dans l'air qu'on va bien continuer à oublier la chose, tout le monde peut en faire des mai 68 son affaire à bon compte. Ça n'engage à rien, on dit, comme pour se rassurer. En mai 2018, dans la nuit de la philosophie et de la politique, tous les chapitres. Il y a bien eu donc les mois des mai. J'ai écrit en référence au jeu sur les signifiants de Lacan. Non pas les mois. Donc, il y a bien eu le mois des mai. J'ai écrit en référence au jeu sur les signifiants de Lacan, non pas le mois, article défini, suivi du nom désignant l'unité de 30 jours dans laquelle se divise notre année, mais plutôt l'article défini, suivi du nom et mois, désignant un état d'esprit ou de l'âme caractérisé par les troubles ou l'agitation. Lacan y ajoute encore à des syntagmes et moi, c'est-à-dire la conjonction et suivie de la forme tonique du pronom personnel moi, en disant qu'il y avait une certaine vanité à 68 où les gens se disaient et moi. Donc, ces trois jeux autour de et moi donneraient des phrases du genre les moi. Donc, que je n'écris pas, c'est à vous de la faire moduler dans tous les sens. Les mois des mai, entendus comme les mois des mois. Vous pouvez entendre donc, sur toutes les combinaisons, comme vous voulez, mais je passe sur cette exploration du jeu des signifiants, faute de temps. J'entends ici élaborer les noms de l'affect et moi,
dans un autre sens, différent de celui qui privilégie la cœur lorsqu'il oppose émoi à événement. La cœur, en effet, à un certain moment, dans l'après-coup immédiat de mai 68, aura dénié que mai 68 fut un événement. Et il aura opposé l'émoi, l'émotion, entre guillemets, ce n'est pas une émotion, l'affect émoi, il aura opposé le nom émoi au prétendu événement. Ça aurait été juste un émoi, une sorte de désarroi, a-t-on commenté. Au fond, mai 68 n'aura fait, selon Lacan, que précipiter le processus contre lesquels il se soulevait et dans lesquels nous submergeons aujourd'hui. Celui de la submersion capitaliste universelle, écrivait Lacan. C'est-à-dire la marchandisation de tout, langage, corps, psyché, à commencer par la marchandisation du savoir universitaire. D'où le côté comique, dit-il, c'est-à-dire triste, du slogan « Plus jamais comme avant », car c'est et ce sera plus que jamais comme avant, souligne Lacan. Or, je tiens pourtant qu'en un sens, mai 68 fut bel et bien un événement digne de ce livre. C'est que l'on peut soutenir, et je pense qu'il faut le soutenir. Et même j'avancerai que cet affaire particulier qui est l'émoi, au sens fort en termes qui ne signifie pas l'émotion, est précisément ce par quoi cet événement s'est signalé, avéré, ce qui en fait témoignage. Lacan lui-même avait souligné, au cours de son commentaire sur l'éclat d'Antigone, datant de mai 60, que l'émoi dit perdre ses moyens. C'est être privé de sa force. Comme le dit l'ancien français, esmeriller. C'est être brisé, comme un esprit peut être brisé face à une présence fracassante, par exemple l'éclat d'Antigone. Et moi signifie donc être dépossédé, dessaisi, désemparé. Dans la langue freudienne, cela se dit hilflos. Être sans être, comme dans helpless, démuni, dénué de répit, être en détresse. Or, c'est bien là l'état d'esprit. Donc, je disais, être dessaisi, être désemparé, hypnose, c'est être en détresse, c'est l'état de l'esprit à qui il arrive, en je ne sais quoi, alors qu'il attendait autre chose. C'est ce qu'on appelle un événement, l'arrivée de l'inattendu. C'est-à-dire l'état de l'esprit qui fait l'expérience forcément traumatique de la venue impromptue de l'événement, sans préparation, sur le choix. Nous avons déjà là une première approche de ce qu'est un événement, au sens le plus fort et rigoureux où il convient d'en parler ici. L'événement est cette énigme pour l'esprit, pour le corps psyché, qui est en rapport à quelque chose, disons, de l'énergie, un surcroît d'énergie, d'excitation, qui est sans rapport avec ses corps psychiques. Quelque chose qui excède celui-ci, les dessaisit, les désempare, les rend hilflos, voilà les voix, c'est-à-dire incapable de lier, de présenter ce qui lui arrive, avant qu'il ne puisse essayer ensuite, après coup, de se saisir ou de se ressaisir, de lier la chose, la représenter, la donner, la connaître, et par là même l'oublier. Ainsi, par exemple, de ma naissance, qui est arrivée avant que je ne naisse. Je veux dire que je naisse au langage,
un peu figé, justement, sujet par là. En quittant la nuit d'enfance, d'où je viens, nuit immémoriale, et pourtant toujours là, comme la faille ou les coups d'envoi d'où je proviens. C'est en ce sens que chacun a existé avant d'exister. Je vais dire, a existé comme corps, là, exposé à l'espace, avant d'exister comme sujet parlant. C'est en quoi toute naissance est frappée du sceau de la hypnosigkeit, c'est-à-dire d'un désemparement radical, d'une angoisse de l'abandon. Et encore une fois, ce désemparement initial restera là toute ma vie comme la faille dont je n'aurai jamais de cesse de m'occuper, la marque de ma passivité à l'événement. Cet excès initial, cette effraction ou violence originaire, est une sorte de plaie constitutive de l'âme. Cela a reçu plusieurs noms dans le lexique freudien. Et tout d'abord, évidemment, différence sexuelle, mais aussi castration, séduction, méduse, j'en passe. Lacan a élaboré dans l'éthique de la psychanalyse cette chose-là au titre de la chose, das Ding, qui est caractérisé par lui d'un néologisme qui dit la chose est extime, un jeu de mots sur extérieur et intime. C'est-à-dire, la chose est cet excès au cœur de mon intimité, comme un corps étranger extérieur à l'intérieur. En quoi la chose va répondre exactement à la structure de la Unheimlichkeit, c'est-à-dire cette condition pour l'esprit, pour tout corps, d'être habité à son insu, d'être squatté par un hôte étranger, inconnu et familier tout à la fois. On sait qu'il y a une détermination tragique, sophocléenne, de l'essence de l'être humain qui se fonde là-dessus. L'humain n'est humain que parce qui en lui l'excède et qui n'est donc pas humain. L'humain n'est humain que parce qu'il abrite en lui des l'inhumain. Cette détermination sera le point des rencontres des pensées tragiques, psychanalytiques et philosophiques. Mais 68 n'est pas loin. Je vais en revenir. Et donc au moins deux traits de la chose, c'est-à-dire de cet excès que chacun de nous abrite en soi, à son insu. Premièrement, cette chose est une présence, mais cette présence échappe à l'espace dans les représentations. C'est donc une présence sans représentation, qui ne saurait se laisser représenter par des mots ni par des images. Autant dire qu'il ne saurait se laisser traiter, articuler, enchaîner, réguler. Hors chaîne, la chose en chacun est l'intraitable même. Deuxième point, qu'à l'égard de la chose, l'esprit ou le corps psyché soit démuni, dessaisi, privé de la capacité de lier et de représenter, cela montre qu'il est tenu en enfance, quel que soit son âge. L'enfance n'est pas prise ici au sens trivial d'un âge de la vie, mais au sens d'une condition, quel que soit l'âge de l'individu. La condition d'être hanté par quelque chose inconnu, intime, qu'il est impossible de représenter et d'éliminer. Donc, elle, dans l'enfance, c'est son otage, comme dirait Lyotard. Et à l'égard duquel elle éprouve également une dette. Une dette obscure, dette de vie, dette de naissance ou dette d'événement. La chose, c'est l'enfance de l'esprit. Nous avons là déjà, de ce qui vient d'être rapidement avancé, de quoi envisager mai 68 à partir d'un élément nouveau, suivant donc un nouvel éclairage. Un amour. Avec mai 68, il s'agissait d'être fidèle à la chose enfance, autant que possible. Il s'agissait de la désenchaîner ou de la déchaîner de toutes les représentations dont elle souffre, au bureau, à l'usine, dans l'entreprise, certes,
mais également à l'école, dans l'université, dans la famille, dans les hôpitaux, dans la culture, dans les mœurs, dans toute institution. Et bien entendu, dans la politique. Il s'agissait en somme d'essayer d'exposer la chose en direct, dans les deux. Moyennant, bien entendu, un fatras des 1000 discours et présentations, graffitis, idéologies, mais d'après notre hypothèse, ce n'est pas cela qui importe, mais la chose dont tout s'agitait. Il en va du système social, d'une communauté républicaine, comme du système libidinal, qu'il faut appeler appareil psychique, c'est-à-dire notre corps psychique. Mais ce titre fut un événement, en ce sens qu'attaché à être fidèle à la chose en France, hors représentation et hors chaîne, il aura été les lieux et les moments de la rencontre, de l'impact, du trauma, et à la rencontre d'un afflux d'énergie, ou si vous voulez, d'un déchaînement des désirs, tel que les systèmes régulateurs, la machinerie sociale ne parvient pas à les lier, à l'enchaîner, à les traiter, à les canaliser, à les couler. Ces surcroît d'excitation, c'est l'énigme d'une mutation imprévue de la position du désir. Lacan lui-même indique bien, je cite, ce que le jeune vomissait sous les titres de la société de consommation et des voitures qui ne servent qu'à meubler les trottoirs, c'étaient les objets dont cette société atteint de les satisfaire à gogo, abondamment. Parce que ces objets ne remplacent pas l'objet vital, l'objet cause du désir, fatidique. En somme, l'institution régulatrice des systèmes s'y est trouvée démunie, impréparée, mise en crise, mise en désordre. Pour un temps, certes, pour un moment, car mai 68 ne fut pas une tragédie. Le sang n'est pas coulé. Ce n'est pas une révolution conclue au chef. Il ne s'est rien passé donc, ajoute-t-il. Juste le temps de faire la démonstration que toute politique est oubli et ne peut pas ne pas laisser en reste, en souffrance, la chose dite. Pour nous, toujours le temps. Ici, pas marqué, il manque déjà. Je voudrais juste abréger et dire un mot seulement, quand même, sur les centenaires aujourd'hui de 68. Où en sommes-nous en mai 18? Entre un mai et l'autre, beaucoup de mutations, beaucoup d'évolutions, comme on dit, les séparent, mais qui sont celles-là même contre lesquelles, à un certain niveau, mai 68 entendait se soulever. J'en ai fait 3 dates, 3 décennies, je vais accélérer, pardonnez-moi, à titre des repères purement emblématiques. 1979, 1989 et 1999. 1969, 89 et 99. C'est-à-dire la consolidation de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-modernité, avec la disparition de toute alternative globale au système et l'éclipse d'un tas de promesses dans l'horizon d'émancipation, excusez-moi. Et enfin, la mise en place du processus de Bologne et du vrai marché de la connaissance. En somme, l'installation d'un nouvel ordre idéal et capitalisme cognitiviste mondialisé. On peut dire que la domination de l'environnement technoscientifique et économique, sa pénétration jusque dans cette région où l'enfance est aux prises avec la chose, cela n'a jamais été aussi loin. Et pourtant, on n'a pas démissionné. Il faut que je dise au moins ça. La résistance vit ou survit toujours. Un mouvement social est en cours en France, en ce moment même, qui se bat contre les réformes, notoirement injustes et indignes. Les universités connaissent des blocages, des occupations depuis plusieurs mois, on tient des AG, des séminaires alternatifs, on s'expose à des évacuations et à des violences policières. Mais même au sein des mobilisations en cours, il n'est pas question de critique de la représentation des restes de la France, ni des dettes à l'égard de quelque chose d'intraitable.
on est et demeure dans les limites de la politique, c'est-à-dire dans l'ordre du possible, d'outre-état. On est pragmatique aujourd'hui, réaliste, donc, c'est-à-dire au milieu. Et soudainement travaillé par une désespérance, voire par un désespoir. On est appelé maintenant dans nos derniers tranchements. En 68, on disait à bas le travail. En 18, on se bat contre le chômage. En 68, on questionnait l'université et on voulait la changer. Aujourd'hui, on veut sauver l'université. D'ailleurs, le discours universitaire passait docilement dans la mouvance des marchés de la connaissance, fut-il teinté d'ébauche, n'a qu'à faire de la question de l'enfance et des légat de la chose. C'est mon dernière phrase. Comme c'est assez inconfortable. Comme un témoignage de sort fait à la pensée du différent, dans ce temps de capitalisme cognitiviste et des canailleries académiques. Et pourtant, et c'est juste les spectres de 1968 continuent toujours à hanter les pouvoirs politiques et économiques, au-delà des commémorations convenues, des Mitterrand à Nicolas Sarkozy, en passant par le MEDEF. L'idée de 1968, une fois pour toutes, déclarait Nicolas Sarkozy de façon pathétique et incongrue, quelque peu délirante, comme un lapsus. C'est vraiment une hantise, un fantasme, en quelque chose que les pouvoirs craignent toujours. C'est sans doute que les chefs, les patrons, les puissants pressentent que de la chose menaçante, la chose en France, on ne se débarrasse pas une fois pour toutes. Elle demeure un foyer de résistance ultime, indestructible et ingouvernable. Merci beaucoup. j'étais一応呼ぶつもりだったから話したのもうきっと来るだろうなと思って。トイレにね、この前の授業にいたんだって、トイレがもう混んで2個しか。